Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre l'actualité sur Dan Télévision, le sommaire. Ce mercredi 17 avril 2019, sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni en séance hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises, la substance dans un instant. En interactualité, les manifestations au Soudan les manifestants affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil et des afflux encore plus nombreux devant le quartier général de l'armée pour réclamer la dissolution du Conseil militaire de transition. Et puis en France, les promesses de dons affluent depuis mardi pour rebâtir la cathédrale Notre-Dame. Elle s'élève déjà à près de 2 milliards d'euros. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Et d'infos, ce mercredi 17 avril 2019, sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni en séance hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises comme la fixation des indemnités de garde d'astreinte et d'heures supplémentaires dans l'information sanitaire publique. Les précisions dans ce compte rendu avec le ministre Oswald Omeki de la Culture et des Sports, porte-parole du gouvernement. Normative. Fixation des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques. Le présent décret portant fixation des taux des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques a été adopté à cette fin. Le dit décret vise spécifiquement à garantir la continuité des soins dans les formations sanitaires publiques à travers une organisation cohérente du travail, réglementer la gestion des ressources humaines en santé en tenant compte des contraintes organisationnelles requises et harmoniser les avantages accordés aux agents concernés par l'offre continue de soins dans les formations sanitaires publiques. Les personnels de santé ainsi visés sont ceux intervenant dans les formations sanitaires publiques sous tutelle du ministère de la Santé. Réglementation du temps de travail des professionnels de santé exerçant dans les hôpitaux publics. L'adoption de ce décret s'inscrit dans le cadre de la définition des règles générales d'organisation du travail au niveau des structures sanitaires pour une meilleure gestion du personnel de santé en poste dans ces hôpitaux. En effet, dans l'exercice de leur profession, les professionnels de santé concernés sont astreints aux consultations, aux soins et à la recherche ou encore à l'encadrement pratique des stagiaires en ce qui concerne les praticiens hospitalo-universitaires. Or, l'organisation actuelle du travail hebdomadaire ne précise pas la répartition des durées de chaque mission. Le présent décret définit le cadre général d'organisation des charges auxquelles sont astreints ces professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, les praticiens hospitaliers, les praticiens hospitalo-universitaires et les paramédicaux par rapport aux activités de consultation, aux actes médicaux, chirurgicaux et d'anesthésie. Il en est de même des soins infirmiers, obstétricaux, d'exploration diagnostique, de visite générale et de recherche. Au titre des communications, recrutement de cadres officiers pilotes, mécaniciens ou de base, et sous-officiers spécialistes au profit des forces aériennes du Bénin. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 20e Assemblée des ministres de la Santé des États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest du 29 avril au 3 mai 2019. Prévu pour prendre fin ce 16 avril, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 21 avril prochain. Ainsi en ont décidé les responsables de l'Agence nationale du traitement ANT et qui, au cours d'un point de presse dans l'après-midi de ce mardi, ont invité ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte à s'acquitter de ce devoir civique. Je vous propose de suivre le régisseur général de l'ANT, Bonaventure Gagnon, au micro de Arnaud Moriagua et Fréjus Fiorci. Chers compatriotes, l'Agence nationale du traitement ANT, après avoir réalisé la liste électorale informatisée sous la supervision du COS l'EPI, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, a entre autres missions l'impression
des listes d'émargement pour le scrutin du 28 avril 2019, la réalisation des cartes d'électeurs et leur distribution. Lancée le 6 avril 2019, l'opération de distribution continue jusqu'à la date du 21 avril 2019 pour permettre à tous nos citoyens concernés par cette opération de rentrer en possession de cet outil précieux, non seulement pour les élections législatives de 2019, mais aussi les élections à venir et toute autre utilisation. Sont concernés par cette opération les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont eu 18 ans en 2016, en 2017, en 2018 et jusqu'en avril 2019. Les différents omis, les citoyens qui ont demandé les transferts de centres de vote, les citoyens qui ont perdu leur carte d'électeur et qui ont fait la demande de duplicata, les citoyens qui ont fait la demande de correction sur leurs données personnelles. Au total, pour l'actualisation de 2018, nous avons envoyé 374 109 cartes dont la distribution continue jusqu'au 21 avril 2019. Nous demandons à travers ce point de presse à tous nos compatriotes concernés de bien vouloir sortir massivement pour retirer leur carte d'électeur avant la clôture le 21 avril 2019 de cette opération. Je vous remercie. On parle maintenant religion. La semaine sainte est marquée chaque année par la célébration de la messe chrismale. Celle de cette année s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, messe dirigée par l'archevêque de Cotonou, Roger Rumbedji. Laurent Anthony Kestamin Pedro pour les images. Le diocèse de Cotonou a célébré ce mercredi 18 avril 2019 la messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Une célébration dirigée par l'archevêque Roger Rumbedji. Comme nous le faisons chaque année, nous voici réunis en ce jour saint pour la messe chrismale qui nous rappelle le sens de notre consécration sacerdotale. Le baptême dans la mort et la résurrection du Christ fait de nous déjà des prêtres, prophètes et rois. Monseigneur Roger Rumbedji compare la messe chrismale au rassemblement des disciples de Jésus qui, de retour de la mission, se réunissent autour du Christ pour lui rendre compte. Une occasion pour lui donc de féliciter les prêtres pour le travail accompli dans le champ de la mission. À travers l'évangile de Saint Luc lu pour la circonstance, l'archevêque relève 3 appels majeurs. La consécration sous l'onction du Saint-Esprit, l'annonce de la bonne nouvelle et le témoignage du Christ. Du moment où nous avons reçu l'onction d'ordination, nous sommes devenus des consacrés, des mis à part du Seigneur, ceux en qui le Christ se rend présent. Le fait d'être consacrés au Seigneur nous lie à une mission spécifique qui consiste à l'annonce d'une parole qui soit bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d'une quelconque détresse. De loin du Seigneur, on attend un témoignage qui soit le lieu de l'accomplissement de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et c'est à travers cet accomplissement que l'envoyé de Dieu se rend crédible devant le peuple et que sa mission, la mission du salut, devient pertinente. Monseigneur Roger Rumbedji a rappelé aux prêtres leur obligation de neutralité compte tenu de la situation sociopolitique que traverse le Bénin. Le prêtre est un principe d'unité, a-t-il conclu. Précisons que la messe chrismale, encore appelée messe des Saintes Huiles,
est toujours célébrée par l'évêque pendant la Semaine Sainte. Une célébration au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs vœux. Un rendez-vous annuel pour consacrer le Saint-Crème et bénir l'huile des catéchumènes et des malades. Son origine remonterait au 7e siècle à Rome. Restons dans ce même registre pour parler de la Semaine Sainte chez les chrétiens catholiques. Que comprendre de cette semaine et quels sont les comportements que devraient avoir les chrétiens en cette semaine? Le Père Eric Opécha, directeur de la cellule de communication de la Conférence épiscopale du Bénin, répond à ces interrogations au micro de la télévision. Et pourquoi on appelle cette semaine la Semaine Sainte? C'est parce que c'est le condensé de toute l'année liturgique. Et puis, au début de notre église, c'était la fête de Pâques, la toute première fête que les chrétiens fêtaient. Et ils mettaient une semaine pour célébrer le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Et après, ils prenaient 40 jours pour préparer cette fête. C'est le temps de carême. Une semaine pour la fêter. Et puis, ils prolongent encore par 50 jours. Ça nous conduira à la Pentecôte. Donc, la Semaine Sainte, c'est vraiment le concentré et c'est la fête originale. C'est la toute première fête, disons, du mystère chrétien. C'est avec le temps que les autres fêtes comme Noël, etc. se sont ajoutées. Sinon, au départ, c'était la fête de Pâques. Normalement, le chrétien doit vivre cette semaine de manière intense. Comment? D'abord par la prière. Le chrétien, cette semaine, doit méditer la passion du Christ. Au moins pendant cette semaine, qu'on prenne le temps de lire calmement sa Bible, de lire le récit de la passion. Les 4 évangélistes nous en parlent. Ils peuvent lire selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, pour voir comment est-ce que le Christ a souffert lui-même. La troisième chose que moi je recommanderais aux chrétiens en cette semaine sainte, c'est la participation aux célébrations que l'Église, disons, propose. Le mercredi saint, la plupart des diocèses vont célébrer ce que nous appelons la messe chrismale. La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales. Et puis on va bénir les huiles qui vont servir pour le baptême, qui vont servir pour les malades, qui vont servir pour les catéchumènes pendant l'année pastorale, depuis Pâques jusqu'à la célébration de Pâques l'année prochaine. Le jeudi, c'est la célébration de la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie, où le Christ a institué aussi le sacerdoce comme service, où lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples. Et le prêtre fera le même geste au cours de la messe du jeudi saint. Donc, j'invite aussi les fidèles à participer à cette célébration. Et le vendredi saint, il y a le grand chemin de croix à la Passion. Généralement, les fidèles ne se font pas prier pour participer à ce chemin de croix. Et puis, le samedi nuit, il y a la veillée pascale où la joie explose, où nous crions « Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ». C'est vrai, c'est une messe longue, il y a beaucoup de lectures, parfois il y a les sacrements. Alors il y en a qui préfèrent ne pas y aller et attendre le jour de Pâques. Ils se trompent, c'est 2 célébrations différentes. Et puis, naturellement, le dimanche de Pâques, la messe du jour de Pâques, et qui met fin à la Semaine Sainte et qui nous fait entrer pleinement dans la joie de Pâques. Donc, que le chrétien puisse participer vraiment aux célébrations. Il y en a beaucoup de cette Semaine Sainte. La conférence épiscopale du Bénin a délivré un message à propos de la situation politique du pays. C'est par la voix du secrétaire général Monseigneur Aristide Gonzalo que ce lundi 15 avril 2019 au siège de la conférence épiscopale. Propos recueillis par Arnaud Moriagua Denis Marouya. Une fleur fragile. Filles et fils bien-aimés de Dieu, femmes et hommes de bonne volonté, concitoyennes et concitoyens. À plusieurs reprises ces derniers mois, la conférence épiscopale du Bénin a attiré l'attention du peuple béninois et de ses acteurs politiques sur la tension qui couve et qui monte du fait de la non-réalisation de consensus autour des nombreuses et légitimes réformes à mener pour sortir notre pays, le Bénin, de l'ornière de la malgouvernance et du sous-développement.
Après environ 3 décennies d'expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd'hui devant une situation inédite. Des élections législatives auxquelles participeraient seulement 2 partis d'une même obédience politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, avait pressenti le risque d'une telle issue des dites consultations électorales en chargeant le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hongbeji, d'une mission parlementaire de recherche du consensus autour d'un texte de loi dérogatoire afin que les élections législatives du 28 avril 2019 soient inclusives, transparentes, démocratiques et crédibles. Constatant l'échec du consensus attendu du Parlement, les évêques du Bénin ont encore œuvré dans le sens d'un recours aux dispositions constitutionnelles appropriées qui permettent au pays de sortir de l'impasse par l'organisation d'élections législatives inclusives. À ce niveau, ils ont dû prendre acte de la décision des chefs des institutions de la République de poursuivre le processus électoral. La Conférence épiscopale du Bénin demande aux fidèles du Christ et aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser pour intensifier la prière et le jeûne durant le Triduum pascal avec un accent particulier sur le dernier chemin de croix du Vendredi Saint et la récitation quotidienne du chapelet et de la prière pour le Bénin pendant l'octave de Pâques. La Conférence épiscopale du Bénin recommande à chacun, en cette période délicate de l'histoire de notre pays, d'agir toujours et partout selon sa conscience éclairée par la loi de Dieu et l'amour de la patrie. La Conférence épiscopale du Bénin souhaite et recommande vivement que tous les fils et filles du Bénin s'abstiennent de toute provocation et de toute violence physique ou verbale pour que notre pays continue de vivre dans la paix et la concorde. Actualité en dehors du Bénin, les manifestants au Soudan affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil affluent encore plus nombreux devant le quartier général de l'armée, un jour après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition. Écoutons quelques déclarations. J'ai ces fleurs et ils nous tirent dessus et nous répondrons à chaque balle. Nous sommes très pacifiques dans nos cœurs, peu importe combien de temps. Premièrement, nous voulons un gouvernement démocratique, rationnel, sans gouvernement militaire. Nos sit-ins vont continuer et nos revendications resteront valables jusqu'à ce que le Conseil militaire prouve son sérieux. Les personnalités du régime soient arrêtées jusqu'à ce que la charte de la liberté et du changement soit pleinement mise en œuvre. Le Congrès national doit être démantelé et ses dirigeants doivent être arrêtés et tenus pour responsables. Le mouvement islamique doit être dissous, démantelé et ses dirigeants tenus pour responsables. La fonction publique doit être reconsidérée. Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris est dévastée par un incendie, je vous invite à suivre un reportage réalisé en juin 2017. Dans la cathédrale, à l'époque, la liste des travaux à mener d'urgence s'allongeait et le monument le plus visité d'Europe était en quête de nouveaux mécènes pour l'aider à faire face à la pollution, aux intempéries et à l'usure du temps. Reportage. La cathédrale de Notre-Dame, un bijou religieux classé au patrimoine mondial de l'humanité, situé en plein centre historique de Paris. Les pluies acides, la pollution et l'usure des visites touristiques lui coûtent sa santé. Pour en découvrir les stigmates, il faut pénétrer l'arrière-cour. André Finot est chargé du mécénat du lieu saint. Depuis une vingtaine d'années, des morceaux de la cathédrale doivent être retirés pour ne pas qu'ils s'effondrent. C'est des pierres qui sont principalement tombées dans ces 20 dernières années, en fait, principalement. Vous pouvez regarder, ce sont des endroits très beaux, parce que les détails sont encore visibles dans leur grande majorité, notamment ici, ces petites faces bien travaillées. Voilà, tout est très joli. Il y a quand même quelques petits cailloux qui montrent qu'il y a quand même des morceaux qui se sont éclatés en fait en tombant.
Des pierres mais aussi des gargouilles. Ces animaux fantastiques chargés de défendre l'église contre les démons et les infiltrations. Elles évacuent l'eau de pluie avec style, contrairement à ces tuyaux de PVC. Sur les toits, on découvre des cimetières de pierre, comme ce morceau de pinacle ornant l'édifice et renforçant la structure. Là, n'importe quel touriste ne le voit pas parce qu'on n'y prête pas forcément attention, mais là, la balustrade a disparu tout simplement, remplacée par une planche de bois, voilà, qui résiste autant comme elle peut. Et puis derrière vous, une gargouille qui a perdu sa tête il y a quelques mois de ça. C'était un 15 août au matin qui est tombé au pied d'un touriste de passage. Mais ce qui inquiète le plus André Finot et les architectes, c'est l'effritement des arcs-boutants, le squelette de la cathédrale. Comme celui-ci qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de Notre-Dame. Des travaux qui coûtent cher. On annonce qu'on aimerait 100 millions d'euros sur les 20 prochaines années, mais notre vrai but en fait, on aimerait aller jusqu'au bout et on aimerait trouver 150 millions d'euros pour les 30 prochaines années. D'où l'idée en fait d'aller chercher de l'argent, de créer cette fondation. D'un côté en France, puisqu'on va quand même faire appel aux Français, et puis les Américains, parce que ce sont des gens qui ont la culture du don et qui sont très attachés à ce bâtiment. L'État consacre 2 millions de son budget à l'entretien. Les premiers travaux concerneront la flèche de la cathédrale. Pour y monter, il faut traverser une charpente qui commence à souffrir de l'humidité. Puis se faufiler jusqu'à atteindre cette plateforme à la vue magique. Cette restauration est un chantier délicat à mettre en œuvre. La flèche est composée de 500 tonnes de bois, 250 de plomb et culmine à 96 mètres de haut. La flèche, on fait des infiltrations d'eau depuis quelques années, on s'en est rendu compte, donc il va falloir restaurer en fait l'ensemble. Et on va en profiter pour enlever toutes ces statues qu'on peut voir en état elles sont un peu dégradées. Les travaux débuteront en décembre. Ces apôtres, en cuivre, seront exposés alors dans la cathédrale. Autre info en interactualité, sous une pluie battante, l'île pierreuse de Gotland, les militaires suédois en tenue de camouflage prennent position à l'abri d'un tas de bois, ajustent la mitrailleuse et font feu sur un ennemi venu de la mer. Ces jours d'entraînement pour des jeunes recrues mobilisés sur Gotland, avant-poste du pays scandinave situé le long d'une voie navale stratégique reliant la Baltique à la mer du Nord. Reportage. Ces jours d'entraînement pour ces recrues suédoises mobilisées sur Gotland, le long d'une voie navale reliant la Baltique à la mer du Nord. Face aux actions de la Russie dans la région ces dernières années, la Suède tente de remplumer sa défense, amaigrie depuis la fin de la guerre froide. En janvier 2018, le gouvernement a repositionné un régiment sous cet avant-poste stratégique. Une première depuis près de 15 ans. On a l'impression de faire quelque chose de spécial et ça nous rend encore plus heureux d'être ici. Tout le monde a le sentiment que ce que nous faisons est très important, que c'est vital pour la Suède. Le régiment de Gotland avait été dissous en 2005, mais un vote du Parlement en 2016 a approuvé le retour de forces armées. Une décision motivée notamment par l'annexion de la Crimée, le conflit russe avec la Géorgie et la guerre en Ukraine. À mi-distance de la Suède et des ex-républiques baltes de l'Union soviétique, Gotland offre un avantage crucial pour le contrôle du ciel et de la mer. 282 soldats y sont actuellement basés. Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés, il y a une Russie forte, une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée. Les fortifications autour de Visby, capitale médiévale de Gotland, témoignent de l'histoire tourmentée de l'île. Elle a été convoitée tour à tour par les Suédois, les Danois, les Germains, les chevaliers teutoniques et même brièvement occupée par les Russes pendant les guerres napoléoniennes. Aujourd'hui, ces rues pittoresques et sa côte baltique en font un lieu de prédilection pour les touristes en été. Le retour du régiment est perçu comme une aubaine par les habitants. Ça a un impact positif sur l'infrastructure. Des gens viennent s'installer ici avec leur famille et par conséquent, plus de gens dépensent de l'argent dans les magasins. D'après les autorités suédoises, les troupes ne sont pas une réponse à une menace spécifique. Moscou, de son côté, fustige ce qu'elle qualifie de mythe d'une menace russe en Europe et accuse les puissances occidentales de vouloir déstabiliser le continent. Mais à Gotland, les exercices se poursuivent, permettant à la Suède de surveiller la situation dans son voisinage.
C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.